Mère, l'espèce nouvelle, chapitre 5, le monde supramental. Si nous étions comme un voyageur qui revient d'un continent inexploré et doit décrire les merveilles qu'il a vues, des forêts pareilles à nul autre, des habitants avec des ailes, des métaux aux étranges propriétés, ce serait très facile. Mais ce n'est pas le cas. Le monde futur, il est très présent, il est sous nos yeux. C'est un continent inexploré et pourtant, il est sous nos pas. C'est un autre continent dans le continent. On y est, sans le voir. Le monde où cabriolaient les singes et le monde où nous marchons est le même. Et pourtant, cet autre monde, disait-elle, c'est forcément une expérience tout à fait nouvelle. Il faudrait remonter au temps où il y a eu une transition entre la création animale et la création humaine pour retrouver une période semblable. Et à ce moment-là, la conscience n'était pas suffisamment mentalisée pour pouvoir observer, comprendre, sentir avec intelligence. Le passage a dû se faire d'une façon tout à fait obscure. Par conséquent, la chose est absolument nouvelle, unique dans la création terrestre. C'est quelque chose qui n'a pas eu de précédent et qui est vraiment une perception ou une sensation ou une impression tout à fait étrange et nouvelle. Une perception nouvelle. Nous ne sommes même pas sûrs qu'il y ait une vraie analogie entre notre passage et les passages anciens, parce que non seulement la différence physiologique est mince entre le singe et l'homme, ou même entre la mangouste qui se forme dans le ventre de sa mère et l'enfant d'homme qui se forme dans le ventre de sa mère, mais la différence de perception, si formidable pourtant, entre le singe et l'homme, s'applique à une certaine matière identique dont on fait simplement un usage nouveau du fait de la perception nouvelle. Parce que l'on perçoit autrement la matière, on en use autrement. On découvre de nouveaux rapports et de nouvelles manipulations, mais c'est la même matière. Jusqu'à un certain point, c'est ce qui va nous arriver. Les singes greffaient simplement un nouvel appareil mental sur la vieille substance terrestre. Mais là, ce n'est pas une greffe nouvelle, ce n'est pas un nouvel appareil supramental qui va s'ajouter à l'arsenal terrestre. C'est la matière elle-même qui change. On pourrait dire que ce sont les propriétés de la matière qui changent ou sont en train de changer. Rien de plus simple, pensera-t-on. Quand ce sera fait, on verra bien. Si la girafe se met à pousser un deuxième coup, on s'en apercevra bien. Mais voilà, il est bien possible que notre vieille perception d'homme ne nous permettra pas de voir la nouvelle matière, et que cette nouvelle matière n'a pas l'intention de se livrer à des bizarreries physiologiques comme nous les imaginons, parce que c'est nous qui imaginons, c'est nous qui continuons de transposer éperdument et incorrigiblement une vieille façon d'être dans une autre façon qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui est la façon de la nouvelle matière. En somme, on nous demande de percevoir ou de pré-percevoir avec des organes humains quelque chose qui ne répond pas à des organes humains. Faire de l'évolution d'avance, si l'on peut dire.
C'est une gageure. La tâche du singe était bien plus facile. Peut-être. Mais il doit tout de même y avoir une correspondance dans notre propre substance, sinon comment se ferait le passage, le pont entre cet état et l'autre? Il doit y avoir un moyen, une sorte de perception du point de fuite, pourrions-nous dire, de la direction dans laquelle cela nous échappe. Et si on a le courage de se laisser couler dans cette échappée un peu vertigineuse pour nos vieux points de repère, il est possible que l'on entre sur la nouvelle piste. Entrer sur la piste, c'est faire le passage. Qu'est-ce qu'il y aura au bout? On n'en sait rien, vraiment. C'est inimaginable avec nos moyens d'homme. Une drôle d'aventure. Peut-être une dangereuse aventure. Les apparences fossilisées. Le passage, il se ferait d'abord dans la perception. Le singe aussi changeait de perception, mais ses yeux restaient les mêmes. Simplement, il établissait de nouveaux rapports entre les choses habituelles. Ici, ce n'est pas l'organe de la perception qui change ou s'améliore ou s'élargit, c'est l'objet même de la perception et tout le champ de la perception qui change. Parce que ce ne sont pas vraiment des yeux nouveaux qui voient, c'est toute la matière qui voit, pour ainsi dire, qui se perçoit elle-même différemment, comme si elle avait des yeux à elle partout. Ce sont des cellules qui voient, des atomes conscients qui bougent, et tout cela dans une unité totale où la séparation superficielle et artificielle des petits corps en peau européenne ou chinoise ou littéraire ou mathématicienne n'existe plus. La frontière est aussi irréelle que les fils de fer barbelés sur la pente des Alpes. Ça n'existe plus. C'est tout qui existe simultanément. Simplement, la conscience individuelle, si laborieusement taillée par l'évolution, sert à diriger un rayon ici ou là, dans cette totalité, à faire couler le mouvement de force dans une direction choisie selon les nécessités du moment. Et elle ne le fait pas couler ou ne le dirige pas là-bas, tout est au-dedans d'elle. Un corps où tout l'univers, c'est pareil. C'est de la matière consciente. Évidemment, pas la matière que nous percevons ou qui vient à travers nos yeux, nos doigts et nos télévisions. Que la matière ne soit pas ce que nous la voyons, et comme nous la voyons, c'est évident. Nos microscopes nous le crient. Au point de vue de la science, disait-elle aux enfants, vous êtes un ensemble de, même pas d'atomes, de quelque chose d'infiniment plus imperceptible qu'un atome, et dans un mouvement perpétuel. Il n'y a absolument rien qui ressemble à une figure, un nez, des yeux, une bouche. C'est seulement juste une apparence. Et les savants arrivent à cette conclusion, la même que les anciens spiritualistes effrénés, que le monde est une illusion. Cela, c'est une grande découverte, très grande. Un peu plus, et ils entreront dans la vérité. À Tlemcen, déjà, nous avons vu une autre matière. Eh bien, ce ne sont pas de super microscopes qui nous le diront cette fois,
ni des visions de voyantes, ni des pouvoirs occultes. C'est la matière elle-même qui nous le dira, qui se verra elle-même. C'est la vraie matière, directe, sans mélange, qui verra, opérera. Le phénomène spontané de l'évolution prémentale, naturelle, se reproduira à l'échelle consciente. Seulement, au lieu d'un oiseau limité à son parcours transsibérien, ce sera une totalité de conscience et d'être qui embrassera tous les parcours dans sa propre substance. La vie ne sera plus pensée, elle sera vécue, tout simplement. C'est la matière qui vivra au lieu d'une pensée de la matière. Nous ne voyons rien de la vie. Nous ne vivons rien de la vie. Nous la pensons seulement. Tout nous vient à partir d'un voile mental. C'est ce voile qui est parti. Et ces millénaires où nous avons si laborieusement tissé un voile, c'était simplement pour permettre, un jour, à une conscience centralisée, individuelle, de prendre conscience de cet inimaginable tout de matière et de vie, et de vivre tout, d'être tout, de comprendre tout, de sentir tout. C'est vraiment une autre vie. Et d'aimer tout, et d'avoir la joie de tout. Parce que le but de cette affaire, c'est la joie d'être, dont nous manquons si lamentablement. Mais d'abord, il faudrait établir le contact avec cette vraie matière. Et comment? Par quelle perception? Nos sens sont des menteurs, s'écriait Mère. Comment dégager cet autre continent dans le continent? Il est possible, il est certain, qu'il se dégagera lui-même. Le supramental s'explique de lui-même très bien. La petite pulsation est déjà à l'œuvre formidablement. Elle est en train de faire papilloter toutes les cellules du monde sous le vacarme de nos histoires mentales et de nos révolutions de surface qui ne révolutionnent rien. Ça, c'est la vraie révolution. Dedans, inéluctable. Aussi bien, ce n'est pas notre postérité plus heureuse qui nous préoccupe, c'est notre immédiat contemporain si nous voulons participer à l'affaire, si nous voulons accélérer le mouvement, si nous voulons voir le passage au lieu de le traverser en titubant dans le cauchemar irréel du mental. Parce qu'il se pourrait très bien, n'est-ce pas, que nous nous réveillons dans 2 ou 3 générations, en fait probablement plus, comme des petits ou des grands prochains hommes qui trouveront cela tout à fait aussi naturel que nous trouvons naturel aujourd'hui de réfléchir à un problème et de décrocher le téléphone pour appeler l'observatoire. Et l'histoire nouvelle nous dira comme nous étions bêtes auparavant, mais nous ne serons plus de ces bêtes-là. Pour l'instant, nous y sommes en plein. Il y en a qui trouvent cela suffocant. C'est pour cela. Un jour, cette pensée nous a frappés comme nous regardions Mère. Cet effroyable labeur auquel elle se livrait dans la matière pour dégager ce monde plus vrai, ces cellules plus vraies. Mais ils trouveront ça tout à fait naturel quand ce sera fait. Ils diront, c'est nous qui avons fait cela, c'est notre propre évolution. Et Mère souriait. Le monde continuera, les choses se passeront, et il y aura peut-être
une poignée d'hommes qui sauront comment elles ont été faites. C'est tout. Mais pour ceux qui voudraient bien faire le passage les yeux grands ouverts, il faudrait tout de même qu'ils aient une première idée, ou mieux encore, une première perception du processus supramental. Dans quel sens regarder et par quels moyens regarder si nos yeux sont faux, nos pensées sont fausses. Et c'est cela en fait le tout premier pas du processus. Ce n'est pas faire, c'est défaire. Je vous défie bien de transformer votre corps si votre mental ne l'est pas. Essayez un peu, qu'on voit. Vous ne pouvez pas remuer un doigt, dire un mot, marcher un pas sans que le mental n'intervienne. Alors, avec quel instrument voulez-vous transformer votre corps si votre mental n'est pas déjà transformé? Tant que votre mental est réel pour vous, tant que votre façon de penser est une chose vraie pour vous, réelle, concrète, cela prouve que vous n'y êtes pas encore. Il faut passer de l'autre côté, d'abord. Nous ne savons pas à quel point c'est simple et si formidablement différent. Un exemple personnel simple pourrait faire mieux comprendre à quel point le phénomène est sournois, invisible et si naturel que l'on vit dans le filet sans s'en apercevoir, tout naturellement bien sûr, autrement nous en serions déjà sortis. Ce qui prend le plus de temps, disait Mère, c'est de devenir conscient de ce qu'il faut changer, sortir du vieux naturel. Un jour donc, nous étions dans un certain coin du monde, seuls, en rayon, au bord d'un fleuve, en train de nettoyer un pot de cuivre qui était notre seule propriété au monde. Et tout en nettoyant ce pot avec le sable du fleuve, nous regardions cette vie assez bizarre, misérable, à manger notre nourriture le jour et à nous battre la nuit avec des insectes, et ce corps que n'importe quelle société décente aurait considéré comme malade. Nous allions même peut-être bien tomber malades si nous regardions d'un peu trop près. Et si nous avions eu un thermomètre à ce moment-là, nous serions certainement tombés malades. Or, tout à coup, une pensée, qui n'était pas une pensée, une force plutôt, s'est emparée de nous. Mais qu'est-ce que ça peut faire, tout ce que tu en penses? Et instantanément, c'était comme des écailles qui tombaient des yeux, la maladie qui quittait le corps, la situation qui se transformait, le monde qui changeait, on n'en pensait rien. Et les millions de pensées n'avaient aucune importance, ça filait comme des rats, c'était pareil, et c'était complètement autre. C'était toute la pensée qui faisait le tableau, un faux tableau. On l'enlève et ça se vit très joyeusement. C'était le corps qui était soudain devenu très à l'aise, comme si on l'avait débarrassé d'un bain de boue. On vit constamment dans cette boue-là. Elle voile tout, déforme tout, dénature tout. C'est le premier pas. C'est le premier
point de fuite dans l'autre chose. Ce qu'on en pense n'a aucune importance, et c'est faux par-dessus le marché. Ils aimeraient mieux mourir et garder leurs habitudes que de vivre d'une façon immortelle et les perdre. La mort aussi tient à une certaine habitude, comme la misère, comme la vision fausse, comme les maladies, comme tout le mensonge du monde. Nous vivons dans une formidable habitude fausse. Je le vois, donc c'est vrai. Je le touche, donc c'est vrai. Je le sens, donc c'est vrai. Eh bien, il faut que ce vrai-là tombe comme de la poussière. C'est le tout premier microscope qui fait un trou dans la cuirasse et commence à dégager la perception de la vraie matière. Il faut sortir de cette vision nuageuse et imprécise qui ne voit que juste des apparences qui sont tellement trompeuses, tellement irréelles, tellement fossilisées. Notre quaternaire mental est une époque fossile et périmée comme les sigillaires dans les couches de charbon. Seulement, l'habitude, il faut aller la déraciner jusque dans la cellule. C'est tout le travail de mère. Mais il faut bien commencer quelque part. Nous sommes au moment où l'on va voir les choses. Il y a de longs moments où l'on prépare les choses. Il y a après un très long moment où les choses se développent, s'organisent, s'installent et ont des conséquences. Mais entre ça et ça, il y a un moment où ça se fait, où les choses arrivent. Ce n'est pas toujours très long. C'est quelquefois long, c'est quelquefois très court. Mais où quelque chose arrive. Et c'est ce quelque chose qui va donner un nouveau développement au monde. Eh bien, nous sommes juste à ce moment-là. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas aveugles, si nos yeux sont ouverts, nous verrons, nous allons les voir. Il y a des gens qui sont dans la nuit, dans le passé, dans le mensonge, jusque-là. Ils ne voient rien. Ils iront jusqu'au bout sans voir. Ceux qui ont les yeux ouverts verront. C'est ce qu'elle répétait sans cesse à ses enfants sur le terrain de jeu. Ceux qui savent ne pas être alourdis par les habitudes anciennes. La substance supramentale. Tout de même, si l'on savait ce qu'il y aura au bout, par la perte de l'habitude, on entre dans la grande forêt, un peu comme des aveugles d'un monde inexistant ou qui existe au fur et à mesure qu'on marche. Mais quand on en sortira là-bas, dans le Pérou au bout, qu'est-ce qu'il y aura? Un Pérou qui est parfaitement sous nos pieds, mais aveugle. Si l'on voyait un peu, si l'on savait le cap, à quoi ça ressemble ce monde supramental, peut-être le chemin serait-il moins aveugle. Au fond, la merveille des pionniers, c'est qu'ils vont dans rien et que cela devient quelque chose par leur passage. C'est leur grâce, leur cadeau au monde. Or, juste un an avant d'entrer dans cette grande forêt sans nom,
où elle allait passer 15 ans à tailler dans la nuit, le rien, la mort. Mère a eu une vision qui est un peu comme un coup de phare dans cette inextricable inexistence des habitudes défaites et de la nouvelle habitude pas encore née. C'était en février 1958, le 3. Décidément, février est un joli mois. Elle n'a pas pu voir jusqu'au bout, malheureusement, parce que, comme d'habitude, quelqu'un était pendu à ses basques et l'a tiré brutalement du prochain monde pour la rappeler à la vieille habitude d'être chaud. C'est effrayant ce qu'il y a de sottises humaines mêlées à cette prodigieuse aventure, et comme à chaque pas, chaque moment, jusqu'au bout, ce sera là, comme si elle devait tailler non seulement dans le nouveau, mais déraciner l'ancien. Mais c'est ainsi. Les deux vont de pair. Elle devait bien déraciner la vieille habitude du monde dans chacun de ces petits échantillons autour pour faire naître un joli perron sous nos pas. Elle voulait tant que ce soit joli. Au fond, elle aimait le monde, beaucoup. N'importe qui d'autre aurait pris de la dynamite et fait sauter tout le panier de crabes. Mais c'est ce que nous faisions tous. Des petites guerres et des petites guerres, et ça recommence toujours pareil. Elle voulait tant que ce ne soit plus pareil. Alors elle prenait tout ça, qui résiste, qui nie, qui est si bête, si petit, si crabotant. Elle avalait le poison du monde. Elle transmuait inlassablement chaque petitesse. Elle avançait à la hache d'un côté et elle laissait tout son amour comme un sillage de lumière pour qu'on puisse marcher aussi, un peu. Ce monde supramental, elle l'a vu tout d'un coup, symboliquement. Un coup d'œil dans l'avenir, dans le déjà tout existant qui se dévoile peu à peu. Et ça semble loin, loin. Mais enfin, il y a aussi plus d'un miracle dans cette forêt, qui sait. N'est-ce pas, l'écureuil qui regarde un homme, il n'y comprend pas grand-chose en vérité. Il n'y a presque pas de lien entre ses petits yeux ronds et nos grands airs en complet veston. Mais c'est tout à coup comme si un lien était tissé, un pont jeté entre cette mystérieuse espèce là-bas et nos grands yeux ronds. Si on a un fil, on peut tirer dessus. Il faut tirer sur le grand fil, peut-être le fil de la joie. Cette vision, c'est comme un premier pont. Il faut établir le contact avec le déjà là. Ce qui prend des millénaires, c'est d'établir le contact. C'est seulement d'imaginer un contact possible. Et puis, c'est le contact qui nous tire. Ce n'est pas nous du tout qui nous tirons de là. Essayez un peu, dirait Mère. L'évolution, c'est un grand avenir qui nous tire. Et comment la nuit pourrait-elle tirer autrement que de la nuit? C'était un grand paquebot qui était comme le symbole du lieu de passage où l'on préparait des hommes humains à la vie supramentale. Une sorte de navire-école du monde supramental. Et tous ceux qui étaient prêts, qui remplissaient les conditions voulues, allaient bientôt débarquer dans le monde supramental. Sur le rivage de ce monde attendaient des êtres de haute taille, qui étaient des êtres supramentaux et qui devaient passer en revue les jeunes apprentis du paquebot pour savoir s'ils pouvaient ou non débarquer. Nous disons bien « pouvaient », parce que c'était comme une question d'oxygène.
plutôt de substances corporelles qui faisaient que l'on pouvait vivre, respirer et être dans ce milieu nouveau ou ce monde supramental. La prochaine substance, voilà une singulière découverte. Or, non seulement les êtres sur le rivage, mais le bateau lui-même, la matière du bateau, était fait de cette substance supramentale. La substance supramentale la plus proche du monde physique, la première à se manifester. La lumière était un mélange d'or et de rouge, formant une substance uniforme d'un orange lumineux. Tout était comme cela. La lumière était comme cela, les gens étaient comme cela, tout avait cette couleur, avec des nuances variées cependant, qui permettaient de distinguer les choses les unes des autres. L'impression générale était d'un monde sans ombre. Il y avait des nuances, mais pas d'ombre. L'atmosphère était pleine de joie, de calme, d'ordre. Tout marchait régulièrement et en silence. Mais voilà qui devient décidément très curieux et fort intéressant. Sur ce bateau, la nature des objets n'était pas celle que nous connaissons sur la terre. Par exemple, les vêtements n'étaient pas faits d'étoffe, et cette chose qui ressemblait à de l'étoffe n'était pas fabriquée. Elle faisait partie de leur corps, elle était faite de la même substance qui prenait des formes différentes. Cela avait une sorte de plasticité. Cette plasticité, oui, c'est déjà la grande caractéristique du supramental. On passe de la rigidité de la matière, fausse, que nous connaissons, à quelque chose qui ressemblerait plus au mouvement de la matière microscopique des savants. Quand un changement devait être effectué, il se faisait non par un moyen artificiel et extérieur, mais par une opération intérieure, par une opération de la conscience qui donnait forme ou apparence à la substance. La vie créait ses propres formes. Il y avait une seule substance en toute chose. Elle changeait la qualité de sa vibration suivant les besoins ou les usages. Maintenant, nous entrevoyons ce que serait cette matière consciente qui prend des formes à volonté au sein de cette unité de substance totale. Tout cela apparaît comme un conte, mais notre évolution est peut-être un conte fantastique. Nous sommes encore des bébés du mental du 2e millénaire après le Christ. Que savons-nous ? Le petit lémurien des Philippines aurait probablement trouvé très fantastique ce bonhomme sur 2 pattes si on lui avait dit que c'était sa postérité. En somme, on nous invite à regarder un peu cette postérité. Les êtres de haute taille sur le rivage n'étaient pas de la même couleur, du moins ils n'avaient pas cette teinte orange, ils étaient plus pâles, plus transparents. À l'exception d'une partie de leur corps, on ne pouvait voir que les contours de leur forme. Ils étaient très grands. Ils semblaient n'avoir pas d'ossature et pouvoir prendre des formes selon leurs besoins. C'est seulement de la taille jusqu'aux pieds qu'ils avaient une densité permanente que l'on ne sentait pas dans le reste de leur corps. Leur couleur était beaucoup plus pâle et contenait très peu de rouge. Elle tirait plutôt sur l'or ou même le blanc. Voilà qui est bien loin.
Mais il y avait ces jeunes recrues supramentales, ces apprentis plus proches. Ils étaient de tous les pays et de tous âges, mais généralement pas vieux. Certains étaient renvoyés, comme si leur entraînement était insuffisant ou leur substance pas au point. C'était décidément une question de substance. Ceux qui étaient renvoyés pour un nouvel entraînement n'étaient pas d'une couleur uniforme, comme si leur corps avait des taches d'une opacité grisâtre, d'une substance qui ressemblait à la substance terrestre. Ils étaient ternes, comme s'ils n'avaient pas été entièrement imprégnés par la lumière, pas transformés. Ils n'étaient pas partout comme cela, mais par endroits. Cette opacité, c'est vraiment le propre de la fausse matière, celle que nous connaissons, nous voyons plutôt, la matière inconsciente, c'est-à-dire de notre inconscience plus exactement. Et nous nous demandons si la différence, la formidable différence apparemment entre ces êtres et nous, cette matière et l'autre, n'est pas simplement comme un petit rideau à tirer, un rideau de quelque chose d'inconscient qui voile la matière vraie, qui lui donne son apparence opaque et rigide. Que dirions-nous si, par le simple fait de la conscience, ces opacités s'illuminaient, s'éclairaient, commençaient à se mouvoir? Et c'est la même matière pourtant. Ce n'est pas comme si nous devions inventer ou fabriquer une matière différente. C'est la même. L'une éclairée, l'autre obturée. Par quoi? Peut-être par la pensée de la matière ou la vision mentale de la matière. Il y a un mental à défaire jusque dans les cellules. Mais ce n'est pas une autre matière, c'est là, c'est la même, désobturée. La différence qu'il y a peut-être entre des sigillaires vus dans une couche de charbon et les mêmes sigillaires en pleine vie au soleil. Qu'est-ce qui a le pouvoir de désobturer cette matière ou de la décrasser? Évidemment, pas tout ce que nous en pensons, ni de super phénoménologie de l'esprit chez les petits Hegel du quaternaire, ni même nos vertus religieuses ou marxistes. Ce doit être autre chose. C'est cette autre chose-là qui nous intéresse. Quelles sont les vertus, entre guillemets, qui aident à fabriquer la prochaine espèce? Si nous le savions, déjà, le chemin serait plus clair. On renvoyait les opaques à la vie terrestre. Le point de vue, le jugement, était basé exclusivement d'après la substance qui constituait les gens, c'est-à-dire s'ils appartenaient complètement au monde supramental, s'ils étaient faits de cette substance si particulière. Le point de vue adopté n'est ni moral ni psychologique. Il est probable que la substance dont leur corps était fait était le résultat d'une loi intérieure ou d'un mouvement intérieur. Cette loi, ce mouvement, quel est-il? Peut-être une certaine manière d'aspirer dans la matière. Dans le mental, nous aspirons à la beauté et la vérité. Dans le cœur, nous aspirons à l'amour, l'unité. Il doit bien y avoir un mouvement semblable à créer au niveau de la matière dans le corps, un autre rythme. Il faut probablement être déjà très dégagé de tous les revêtements mentaux et vitaux pour comprendre ce que peut être le mouvement vrai de la matière corporelle. Au bord de ce fleuve, devant un pot de cuivre, ce corps soudain dégagé de la pensée
était devenu très allègre. Oui, peut-être comme une autre respiration là-dedans. C'était clair, pétillant, léger. Le corps, c'est peut-être le mouvement de la joie, le monde de la joie, le mouvement vrai de la matière. C'est la joie. Et ça ne dure pas à cause de la vieille habitude qui revient, la vieille habitude d'être malade et de penser qu'on va tomber malade et que toute la routine mortelle, l'opacité habituelle. Ce point de vue n'avait rien de mental et il donnait un sentiment intérieur étrange que quantité de choses que nous considérons comme bonnes ou mauvaises ne le sont pas réellement. Oui, le faux sens. Le mauvais, c'est de ne pas prendre tout dans le bon sens, parce que tout a un sens pour la vie de demain. Seulement, on le prend, ce sens, ou on ne le prend pas. On pourrait dire que le péché, entre guillemets, pour le monde supramental, c'est de ne pas tout transformer en ce petit rythme allègre, ou prendre tout comme une occasion de créer ce petit rythme, de désobscurcir cette matière. Le trou, le péché, c'est de rester opaque. Dans la maladie, la bonne santé, dans le péché, dans la vertu, les opaques de la vertu sont les pires. Mais attraper cette misère pour lui souffler dessus la joie de demain, pour lui fourrer dans le crâne la légèreté du bon sens, du vrai sens, du grand sens, là où on va. Et tout va là, si on veut. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a seulement des occasions manquées. Il était très clair que tout dépendait de la capacité des choses, de leur aptitude à traduire le monde supramental ou à être en relation avec lui. D'une certaine manière, on est en relation. De l'autre, on est bouché. Un singe qui fait des galipettes est complètement bouché à la vie mentale. Un homme qui met ses lunettes morales et mentales est complètement bouché. C'était si complètement différent, parfois même si contraire à notre appréciation ordinaire. Ce qui est très évident, c'est que notre appréciation de ce qui est divin ou non divin n'est pas correcte. Ça n'a rien d'étonnant. Et quelquefois, on se demande si Sri Aurobindo et Mère n'étaient pas en train de découvrir un nouveau divin. Peut-être un divin qui rit, qui sait rire pour une fois, après ces siècles de crucifixion et de Sinaï dans le tonnerre de Jéhovah et d'ascètes en transe cosmique. Un sacré changement, ou en tout cas, un changement sacré. Peut-être une conscience cosmique dans la matière et une conscience douée d'humour par-dessus le marché. J'ai vu que ce qui aide les gens à devenir supramentaux ou les en empêche est très différent de ce qu'imaginent nos solutions et nos notions morales habituelles. J'ai senti combien nous sommes ridicules. Ainsi soit-il. En vérité, disait-elle en conclusion, le plus court chemin d'un point à un autre n'est pas la ligne droite que les hommes imaginent. Et nous nous demandons si ce fameux supramental, loin, loin, là-bas, au bout de quoi? On peut y être en une seconde peut-être. C'est tout là, c'est en tout point. Il y a seulement une certaine manière d'établir le contact. Il faut trouver la manière.
il faut trouver le sens là. Et le mystère de demain pourrait être d'une foudroyante simplicité. Quelque chose à désobturer. Le chaînon manquant. Cette désobturation, nous nous demandons à quoi elle tient. Pas une désobturation psychologique, une désobturation matérielle, de la matière, la vraie matière, là, ou la prochaine matière, si nous voulons. Nous nous débattons maladroitement avec des mots de chenille pour un langage de papillon. Il y a tout de même quelque chose de très mystérieux. Lorsqu'elle a raconté son expérience du monde supramental, Mère disait « Le 3 février, je m'y suis promenée concrètement, aussi concrètement que je me promenais à Paris autrefois, dans un monde qui existe en soi, en dehors de toute subjectivité. » Voyons. Elle a bien dit concrètement. Elle a bien dit en dehors de toute subjectivité. C'est-à-dire un monde objectif comme les Champs-Élysées. Nous nous excusons, mais nous sommes extraordinairement matérialistes. Toi, mon petit, tu ne seras content que quand tu seras supramental de la tête aux pieds, nous disait-elle. Oui, de préférence les pieds d'abord. D'ailleurs, nous lui répondions, ce n'est pas sûr, parce que nous n'étions pas sûrs d'être jamais contents de quoi que ce soit. Une soif d'absolu, dirait-on. Mais enfin, pas d'histoire. Tu seras content quand ce sera dans la matière. Au fond, c'est peut-être cela. Il n'y a que le corps qui peut être vraiment content. Tout le reste, ce sont de vagues histoires. Mais tout de même, cette matière-là, il faut la préparer, la faire, la déboucher. Cela, nous y croyons ferme. Elle n'est pas ce qu'elle doit être, c'est évident. Elle n'est pas ce qu'elle est, probablement. Mais ce concret, où est-il? Il est vrai qu'elle ne disait pas aussi concrètement que je me promène sur ce terrain de jeu. Elle mettait ça à Paris. Les Champs-Élysées, c'est loin. À 10 000 km du terrain de jeu et 4h30 de différence en fuseau horaire les jours d'été. Mais cela aussi, après tout, c'est assez subjectif, cette différence-là. Encore quelques réactions de plus, et ce sera peut-être la veille. Et elle disait, c'est comme un pont qui est en train d'être jeté entre les deux mondes. Sa vision était comme un premier pont. Donc, si c'est concret ou matériel d'une certaine façon, ce doit être une autre matière, dans la matière ou derrière la matière. Un autre monde dans celui-ci. Et si ça ne peut pas être deux matières identiques l'une dans l'autre, c'est qu'il doit y en avoir une vraie et une fausse. Peut-être encore que les deux sont vrais et que c'est la même, perçue différemment, deux étages de vision, comme il y a l'étage de M. Dupont et l'étage du microscope. Une autre sorte de concret, la prochaine sorte. À vrai dire, nous n'en savons rien du tout, nous n'avons pas les yeux qu'il faut. Tout ce que nous savons, c'est que quelque chose est en train de se produire. Quand je suis revenu de ce monde supramental, en même temps que le souvenir de l'expérience, je savais que le monde supramental est permanent
que ma présence là-bas est permanente et que seul un chaînon manquant était nécessaire pour permettre la jonction dans la conscience et dans la substance. Et c'est ce chaînon qui est en train de se construire. Pour que la matière se désobture, il faut qu'elle commence à se percevoir autrement. C'est-à-dire qu'elle sorte d'une certaine habitude de se percevoir ou d'être perçue par nous et qu'elle entre dans une autre manière. Ce changement de manière, ce serait le passage. C'est en quelque sorte la perception qui fraye le chemin du nouveau monde. L'Amazonie supramentale est là, évidemment, tout entière, et au fur et à mesure qu'on la traverse, elle prend des contours, des reliefs, des fleuves et des petits oiseaux qui étaient toujours là. La traversée, c'est sans doute la construction du chaînon manquant entre la perception d'un début d'Amazonie et la perception de l'Amazonie complète. Quand ce sera complètement perçu, ce sera entièrement là, mais perçu dans la substance. C'est le corps qui traverse l'Amazonie supramentale et l'aperçoit peu à peu. Ce n'est pas la tête. Nous traversons cette même Amazonie dans notre tête, et c'est pour ça que nous ne la voyons pas, ou que nous la voyons d'une autre manière. C'est la conscience du corps qui est vraiment le pont évolutif. C'est elle qui fait le passage dans sa substance, qui prend conscience de l'autre manière, qui construit le chaînon manquant entre la perception périmée, fossile, et l'autre. C'est décidément très intéressant, sinon curieux. Avant, nous cherchions des chaînons manquants entre certaines anthropopithèques et quelques quadrumanes, ou entre tel reptile et tel prérodactyle. C'était dans les formes que nous cherchions le chaînon. Maintenant, c'est dans la conscience et dans la perception de la conscience qu'est le chaînon. Il est bien possible d'ailleurs que chacun des passages évolutifs se soit produit dans la conscience avant de se produire dans la forme. Il nous a toujours semblé qu'il fallait d'abord une certaine perception de la possibilité ou pré-perception pour que cette possibilité puisse naître. En quelque sorte, il fallait que quelque chose pousse des ailes intérieures ou un besoin d'ailes chez le reptile pour qu'elle puisse naître dans sa matière. Quand nous disons que quelque chose a soudain muté dans ces cellules-là, nous repoussons simplement le problème un peu plus loin, nous le mécanisons. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que les cellules sont aussi conscientes et intelligentes à leur façon que nos petits cerveaux d'anthropologistes. Il y a une conscience là. Et justement, le nouveau passage évolutif, c'est la conscience là, dans la substance, qui va le faire. Ce n'est pas un petit jeu de probabilité qui met 10 millions de molécules de ADN ou de ARN dans un gros sac, secoue bien et sort d'un coup une nouvelle espèce. Ce n'est pas comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Un changement brusque, par cette perception de l'avenir, entre guillemets, Mère tissait le lien dans sa propre substance et dans la substance terrestre. Elle commençait à faire pousser les ailes intérieures de la prochaine espèce. Seulement cet avenir, il est tout là, n'est-ce pas? Alors, le problème commence à devenir très, nous allions dire, miraculeux.
La grande forêt de mer est magique, nous l'avons dit, peut-être plus qu'on ne le croit. Parce que si c'est tout là, et s'il manque seulement un chaînon de perception, ce n'est pas loin là-bas à des millions de kilomètres d'air géologique et anthropologique. C'est un demain qui peut être foudroyant. Une désobstruction qui peut se faire d'un coup de joie. Oui, un coup de joie, peut-être, pourrait défaire tout ce vieux cauchemar mental et nous ouvrir les vrais yeux de la matière. Qui sait? Ou les yeux de la vraie matière. On sort de la couche de charbon. C'est là. Cette substance supramentale qui doit faire le prochain être, où est-elle? Sinon, dans certains petits coups de joie qui nous livrent tout à coup une matière inattendue, un corps tout frais, allègre, qui ne se savait pas comme cela. Il faut que le corps apprenne qu'il peut être comme cela. Il faut qu'il touche le mouvement vrai de ses cellules. Le mouvement supramental, il est là, au fond de toute la nature. La substance supramentale, elle est là, derrière cette fausse substance encrassée par 10 millions de théorèmes mentaux, médicaux, logiques et ataviques, avec Newton et tout le tremblement des fausses gravitations de notre tête. Le 29 février 1956, une petite pulsation vraie a commencé de clignoter dans les cellules du monde, ou plutôt un premier être doté d'un corps terrestre a pris conscience de cette pulsation. Un premier pont s'est jeté entre la fausse et la vraie matière, mais qui dit que la jonction complète, la désobturation finale, ne peut pas se faire dans un éclair? Je puis vous dire que par le fait que vous vivez sur la terre en ce moment, disait-elle aux enfants, que vous en soyez conscient ou que vous n'en soyez pas conscient, même que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous absorbez avec l'air que vous respirez cette nouvelle substance supramentale qui est en train de se répandre dans l'atmosphère terrestre. Et elle prépare en vous des choses qui se manifesteront très soudainement, dès que vous aurez fait le pas décisif. Il faut faire le pas décisif dans sa conscience. Il faut ouvrir les yeux à la possibilité. Si la conscience croit que c'est possible, alors tout est possible. La seule impossibilité, c'est de croire que ce n'est pas possible. Ça bouche la porte complètement, ça vous enterre dans la vieille perception fossilisée. Ce reptile-là, il serait resté indécrotablement reptile, il aurait séché dans son marais et il n'aurait jamais fait le passage. Mais nous, qui voulons faire le passage, il faut ouvrir la porte du possible, qui ouvre la porte de la perception, qui ouvre la porte du grand changement du monde, de la transformation. C'est cela que l'on attend de nous. Collaborer à l'évolution, cela veut dire ne pas mettre à chaque instant les bâtons de la vieille logique évolutive dans les roues de la nouvelle logique. Mais c'est logique tout de même. Si vous prenez le monde matériel, disait-elle aux enfants, et que vous descendiez à l'élément le plus minuscule, vous savez qu'on est arrivé à des choses absolument invisibles, n'est-ce pas, et innombrables. Si vous prenez cet élément comme base,
et le monde matériel comme tout, et que vous imaginiez une conscience, oui, cette grande conscience totale, celle que nous devenons à petite dose prudemment pour ne pas éclater, ou une volonté qui s'amuserait avec tous ces éléments à faire toutes les combinaisons possibles sans jamais répéter la même combinaison. Nous arrivons à cette conclusion que l'univers est nouveau à chaque instant de l'éternité. Et si l'univers est nouveau à chaque instant de l'éternité, cela nous oblige à constater qu'il n'y a absolument rien qui soit impossible. Non seulement cela, mais que ce que nous appelons logique n'est pas nécessairement vrai. C'est seulement la répétition des combinaisons qui donne une apparence, nous disons bien une apparence de stabilité à l'univers, d'où nous tirons des lois, des principes, des évidences, entre guillemets, mais l'évidence de l'oiseau n'est pas celle du reptile. Constamment, nous emprisonnons l'univers dans notre petit réseau d'évidence comme s'il était à jamais humanisé. Mais l'univers se moque, peut-être, des évidences humaines, comme il s'est moqué un jour des évidences du lémurien. Vous pouvez comprendre, leur disait-elle, que si par votre aspiration ou par votre attitude, vous introduisez un élément supérieur, un élément nouveau, ce que nous pouvons appeler maintenant un élément supramental, dans les combinaisons existantes, vous pouvez soudainement en changer la nature. Et toutes ces prétendues lois nécessaires et inéluctables deviennent des absurdités. C'est-à-dire que vous-même, avec votre perception, avec votre attitude et l'acceptation que vous donnez à certains prétendus principes, vous fermez la porte au miracle. Et c'est vous-même, en vous disant avec une logique qui paraît tout à fait raisonnable, eh bien, si je fais cela, nécessairement ceci va arriver, ou si je ne fais pas ça, nécessairement telle autre chose va arriver, c'est vous-même qui fermez la porte. C'est comme si vous mettiez un rideau de fer entre vous et la libre action de la grâce. Comme il serait bon d'imaginer une autre logique, celle de l'imprévu. Vous ne croyez pas que ce serait charmant? Nous en avons assez du monde tel qu'il est. Pourquoi ne pas le laisser devenir au moins ce que nous concevons qu'il devrait être? Le monde est au bord du miracle. Il est là, possible. C'est presque palpable. Mais de quel déclic dépend ce renversement d'apparence? Qu'est-ce qui fera que, tout d'un coup, les humains verront autrement? Ou est-ce qu'il faudra encore attendre des siècles que lentement, lentement, les perceptions changent, presque imperceptiblement, une à une et par des millions d'expériences répétées qui peu à peu éclaircissent, allègent la matière, et on glissera dans l'autre façon sans presque s'en apercevoir? Mais c'est peu probable. Le phénomène pousse du dedans. Il nous prendra par surprise, parce que ce n'est pas dans la tête qu'il se passe, ni même avec notre consentement mental, mais c'est dans notre corps, dans la substance terrestre générale. Pour l'instant, nous ne voyons que la négativité du phénomène, les grandes vagues de boue terrestre qui roulent,
le grand décrassage général de la matière. Elle jette dehors tout le vieux mensonge. Elle est en train de broyer, malaxer ça, triturer jusqu'à ce que plus personne ne s'y reconnaisse. Et c'est peut-être bien cela. Plus personne ne s'y reconnaîtra plus. Nous aurons perdu prise. Plus rien n'expliquera rien, plus rien ne vaudra. Nous aurons la bouche ouverte devant un monde incompréhensible et ingouvernable, où tout se nie et chaque remède annule l'autre et tout s'annule mutuellement. Un chaos de perception. Mais derrière, il y a un suprême élément positif qui pousse, qui est en train de faire craquer la vieille ossature pour nous livrer sa merveille nue. C'est là, il faut établir le contact avec ça. Il faut se laisser tirer par ça. La qualité même de l'atmosphère est changée, disait-elle. Et elle savait la différence des airs, elle qui pouvait distinguer l'odeur d'une détonation atomique à des milliers de kilomètres de distance. Cela ne dépend pas d'une lente, interminable évolution des consciences. Ce n'est pas comme si nous devions affiner, aiguiser des instruments, développer de nouvelles antennes, nous concentrer et méditer et toucher des régions supérieures. C'est là, sous nos yeux. On se demande même si le phénomène se produira de notre côté ou de l'autre, pour ainsi dire. Si c'est nous qui irons jusqu'à lui ou lui qui ira jusqu'à nous. Mais quel est le point humain, le moment terrestre qui fera que les deux se rencontrent? Il doit bien y avoir quelque chose de notre part, un mouvement à faire. Peut-être un point d'impossibilité, quelque chose qui crie partout dans la conscience terrestre. Chacun est comme mis devant une impossibilité particulière qui est le point par lequel il accédera à la nouvelle porte. La terre entière, chaque nation arrivera peut-être à son point d'impossibilité où il faudra bien qu'elle appelle l'autre chose. Nous ne savons pas, nous n'en savons rien vraiment. Nous avons seulement l'impression d'une formidable possibilité, une incroyable perception nouvelle qui est seulement voilée par peut-être le temps qu'il faut pour que suffisamment de conscience s'en aperçoive. Une contagion de la perception nouvelle. Chaque fois qu'un élément nouveau est introduit dans l'ensemble des combinaisons possibles, disait-elle, cela fait ce que l'on pourrait appeler un déchirement des limites. Il est évident que la perception scientifique et moderne est beaucoup plus proche de quelque chose qui correspond à la réalité nouvelle que les perceptions de l'âge de pierre, par exemple. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais cela même va se trouver tout d'un coup complètement dépassé, surpassé et probablement bouleversé par l'intrusion de quelque chose qui n'était pas dans l'univers que l'on a étudié. Eh bien, c'est ce changement, cette transformation brusque de l'élément universel qui va amener très certainement
une sorte de chaos dans les perceptions, d'où surgira une connaissance nouvelle. Cela, de la façon la plus générale, c'est le résultat de la manifestation nouvelle. La qualité, la quantité et la nature des combinaisons universelles possibles vont tout d'un coup changer d'une façon si considérable que ce sera probablement ahurissant pour tous ceux qui font des recherches dans la vie. Maintenant, nous allons voir. Et elle posait les bras sur son fauteuil avec cet air de tellement rire dedans, comme quelqu'un qui tient une bonne surprise. Puis elle se levait, regardait tout le monde avec un pétillement de malice et de défi, et elle était partie. Peut-être un mouvement de joie et de foi en la vraie terre, quelque chose de très simple, presque candide, et ça fond la carapace des apparences. On y est. C'était toujours là. On avait toujours été cette vassitude légère, mais cette fois, dans un corps, une mutation terrestre.